octobre 2023. 1000 jours depuis les massacres perpétrés par le Hamas, des attaques terroristes qui ont fait basculer le pays dans une guerre sans précédent menée sur plusieurs fronts. À Gaza, au Liban, en Syrie, contre les Houthis au Yémen et contre le régime des Mollahs en Iran. Aujourd'hui, un cessez-le-feu est en vigueur, notamment à Gaza. Il n'y a plus d'otages aux mains des terroristes, mais le Hamas tente de se reconstruire dans les zones qu'il contrôle. La guerre n'est donc pas terminée. Et pour Israël, il y a une certitude depuis le 7 octobre. Il ne permettra pas qu'un groupe terroriste prospère à ses frontières. Mais alors, à quoi ressemblera Gaza demain ? Qui gouvernera ce territoire ? Le Hamas peut-il réellement être désarmé et écarté du pouvoir ? Israël conservera-t-il un contrôle sécuritaire sur certaines zones ? Et que reste-t-il du projet porté par Donald Trump pour le jour d'après ? Toutes ces questions n'en cachent qu'une seule. Comment garantir la sécurité d'Israël sans condamner la bande de Gaza à une guerre permanente ? En réalité, la bataille pour l'avenir de Gaza ne fait que commencer. Avant de se projeter dans l'avenir, il faut faire un point sur la situation actuelle dans la bande de Gaza. Près de 3 ans après le début de la guerre, déclenchée, rappelons-le, par le Hamas, la réalité dans le territoire est pour le moins complexe. Israël contrôle une large partie de la bande de Gaza et le Hamas est toujours présent. On fait un état des lieux avec Chani Guidalia. À Gaza, le cessez-le-feu tient toujours, mais il reste extrêmement fragile. L'armée israélienne est toujours déployée sur une large zone tampon qui représente plus de 60% du territoire. Tsahal y poursuit ses opérations de sécurisation, détruit les infrastructures terroristes restantes et prépare les zones qui pourraient accueillir, à terme, une administration civile alternative. Dans le reste de la bande de Gaza, le Hamas est loin de désarmer, comme le prévoyait le plan de Donald Trump. Selon les évaluations de responsables sécuritaires israéliens, l'organisation terroriste recrute de nouveaux combattants, y compris parmi les plus jeunes Gazaouis. Elle fabrique de nouveaux engins explosifs à partir de munitions non explosées, réhabilite son réseau souterrain, produit des roquettes artisanales et tente de faire entrer armes et matériel à double usage par différents circuits de contrebande. Autre sujet d'inquiétude, l'organisation chercherait aussi à infiltrer les futures structures administratives appelées à gouverner Gaza. Selon plusieurs sources israéliennes, elle souhaite intégrer plusieurs milliers de ses policiers et de ses cadres sécuritaires dans les futurs mécanismes de gouvernance afin de préserver son influence, même sans exercer officiellement le pouvoir. Selon plusieurs rapports des services de sécurité, le Hamas continue également de tirer profit de l'aide qui entre dans Gaza, notamment en taxant une partie des marchandises commerciales, en contrôlant certains circuits de distribution et en utilisant ses revenus pour financer sa reconstruction. Selon les données publiées par le COGAT, 600 camions d'aide humanitaire entrent chaque jour dans la bande de Gaza. Depuis le cessez-le-feu, plus d'1,5 million de tonnes de nourriture et 16 500 tonnes de matériel médical sont entrées dans la bande de Gaza. Mais le vol de l'aide par le Hamas empêche la situation humanitaire de s'améliorer. Les civils gazaouis vivent dans des conditions difficiles et n'ont que difficilement accès aux denrées. Sur le plan politique, le Hamas se réorganise. Après l'élimination de Yahya Sinwar, de Mohamed Dev, de Marwan Issa et de plusieurs hauts commandants, le centre de gravité du mouvement s'est déplacé vers sa direction extérieure, principalement installée au Qatar. Plusieurs responsables se disputent désormais la succession, mais selon les analyses israéliennes, tous partagent un même objectif, assurer la survie de l'organisation et préserver ses capacités militaires. Pour les responsables israéliens, en revanche, la priorité reste inchangée, empêcher le Hamas de retrouver les capacités qui lui ont permis de mener l'attaque du 7 octobre. Chani Guidalia est avec nous. Bonsoir Chani. Et il est temps à présent d'accueillir l'invité de Regard Croisé. David Chacham est avec nous. Bonsoir David Chacham, vous êtes ancien conseiller pour les affaires arabes auprès de 7 ministres israéliens de la Défense. Autant dire que vous connaissez bien le sujet. Vous avez notamment participé aux négociations des accords d'Oslo, ce qui fait que vous connaissez aussi très bien le mécanisme de l'autorité palestinienne. La première question, elle est simple. Le Hamas a perdu une grande partie de son influence et de ses capacités militaires dans la bande de Gaza, mais l'organisation terroriste est toujours là et il est très difficile de l'écarter. Est-ce qu'on ne risque pas de voir composer à un moment ou à un autre avec le Hamas pour l'après-guerre ?
Tout d'abord, je suis ravi d'être dans votre studio. Au-delà de ce que vous avez dit, Myri, je dois ajouter une chose qui fait le lien avec le sujet dont on parle. J'ai servi pendant 8 ans dans la bande de Gaza, ce qui était la période formatrice de la bande de Gaza. J'étais à l'époque dans la bande de Gaza, j'ai connu le Cheikh Ahmed Yassi, un des fondateur du Hamas. Et en réalité, le Hamas a été créé le lendemain du déclenchement de la première intifada en décembre 87. Le lendemain, il y a donc eu une réunion des activistes qui décident de se lancer dans la lutte armée contre Israël et de créer l'organisation du Hamas. C'est l'initiale de mouvement de résistance islamique. Et donc, c'est le 14 décembre 87 qui est la date officielle de création. Et cette date, d'ailleurs, est célébrée chaque année avec des défilés, des discours publics, parce que c'est là qu'on a eu le premier document signé par le Hamas. Et comme je l'ai dit, le Hamas, c'est donc les initiales de Harakat Muqawamat Islamiyya, donc le mouvement de résistance islamique, et cela pose une question, parce qu'il n'y a pas le mot Palestine dans le nom de l'organisation. Toutes les autres organisations, on a l'organisation de libération de la Palestine, et toutes les autres organisations ont le mot Palestine dans leur nom, ce qui n'est pas le cas pour le Hamas, parce que l'approche du Hamas ne se limite pas au territoire palestinien, mais concerne tout l'espace islamique tel qu'il était à l'époque de Mahomet et des 4 premiers califes, et aussi les Oummaïdes, les Abbassides, lorsque l'empire islamique allait de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Vous m'avez posé une question à propos du Hamas aujourd'hui. Il ne fait aucun doute que le Hamas aujourd'hui a un contrôle total dans la bande de Gaza, et il n'y a pas d'équivoque et il n'y a pas d'opposition dans la bande de Gaza. Alors il y a certains acteurs avec lesquels je suis en contact quotidiennement, mais qui ne représentent pas un véritable défi pour le pouvoir du Hamas. Et le contrôle du Hamas dans la bande de Gaza est exclusive, complète. Alors je ne veux pas parler trop longuement, mais le dimanche dernier, le 26 juin, les acteurs de l'opposition dans la bande de Gaza ont appelé à une grève et à des protestations contre le pouvoir du Hamas à cause de la situation dans la bande de Gaza, le contrôle du Hamas, ils veulent l'écarter du pouvoir. Eh bien, le Hamas a pris des mesures pour s'opposer à cet appel à la grève et aux protestations. Eh bien, dimanche dernier, on n'a absolument pas vu de manifestations et de protestations. Cela vous montre bien l'ampleur du contrôle, la force du contrôle du Hamas dans la bande de Gaza. Alors, on n'a pas encore parlé de Donald Trump. À un moment, les Israéliens pensaient que le président américain allait pouvoir trouver des solutions pour la bande de Gaza. Depuis son retour, il a affiché son ambition de redessiner l'avenir de ce territoire. Il a même créé ce qu'on appelle le Conseil de la paix. Chani, ce projet semble se heurter finalement à la réalité du terrain. Exactement. Si on regarde déjà le communiqué qui avait été publié le 15 janvier 2026, voilà ce qui était dit par la Maison-Blanche. Nous conclurons un accord de démilitarisation globale avec le Hamas, comprenant la remise de toutes les armes, le démantèlement de tous les tunnels. Le Hamas doit honorer ses engagements immédiatement et procéder à une démilitarisation complète. Donc les objectifs de la phase 2 de ce plan de paix de Donald Trump, c'était tout d'abord le désarmement du Hamas et des autres factions armées. Deuxièmement, une nouvelle gouvernance qui devait être confiée à l'administration palestinienne de technocrates. Troisièmement, le déploiement d'une force internationale de stabilisation. Et enfin, la reconstruction de Gaza. Aujourd'hui, on est le 5 juillet 2026. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est au point mort avec un point de blocage principal qui est toujours le même, c'est le désarmement, ou plutôt le non-désarmement
du Hamas. Et aujourd'hui, on apprend aussi que l'administration américaine n'exige même plus le désarmement du Hamas comme condition préalable à la reconstruction de la bande de Gaza. On va même plus loin, c'est que dans les négociations, les Américains cherchent maintenant à obtenir un désarmement partiel, c'est-à-dire que seules les armes lourdes seraient remises, pas les armes légères, sauf qu'on n'a toujours pas de définition de ce qu'est une arme lourde. Est-ce qu'il s'agit de mortiers, de missiles anti-chars ou alors même de drones? On n'a aucune définition. Donc 6 mois après l'annonce du passage à la deuxième phase, eh bien, les discussions, on peut le dire, sont revenues un petit peu en arrière, portent maintenant sur la définition de ce qu'est une arme lourde et une arme légère. Et un autre point important, c'est que les Américains sont passés de négociations indirectes via les médiateurs à des négociations directes, et notamment avec Khalid al-Haya, qui, on le sait, est le chef du Hamas à Gaza. Merci, Chani. David, on voit là que le plan de Donald Trump a échoué. Finalement, qu'est-ce qui reste à Israël? Est-ce qu'Israël va devoir repartir en guerre et élargir ses opérations pour mettre un terme au règne du Hamas dans la bande de Gaza? Écoutez, je ne dirais pas aussi clairement que le plan Trump a échoué, mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle réalité dans la bande de Gaza et il y a une certaine lenteur, une avancée un peu chaotique dans la bande de Gaza. Et la raison principale de l'échec présumé de ce plan Trump, c'est que le Hamas n'a cessé de s'opposer dans les négociations, y compris ces dernières semaines au Caire. Le Hamas a refusé de déposer les armes et a démilitarisé la bande de Gaza. Le Hamas ne veut pas se défaire de sa force militaire. Ce sont les brigades Azadine al-Qassam, la branche armée du Hamas sur le terrain. Et le résultat et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est exactement ce que Chani vient de dire. C'est ce que l'on observe, ce qui est très problématique du point de vue d'Israël, c'est que les Américains ont fait machine arrière concernant leur volonté de demander la démilitarisation de la bande de Gaza, parce que d'après toutes les informations qu'on a en provenance des Américains ou des États-Unis, c'est que les États-Unis, les Américains sont prêts à accepter la poursuite du pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza en renonçant à ces conditions. Donc, comment Israël devrait réagir à cela? Et j'aimerais dire une phrase, et il devrait dire en anglais « totally unacceptable ». C'est absolument inacceptable pour Israël. Et comme je le dis souvent lorsque je donne des interviews, y compris ces dernières semaines, Israël doit absolument rester vigilant, et si on ne parvient pas à une avancée du plan Trump original, eh bien une démarche militaire est quelque chose qu'Israël doit absolument considérer dans un avenir à plus ou long terme. Alors justement, quel projet serait réalisable aujourd'hui si le Hamas refuse catégoriquement de désarmer? Écoutez, dès le départ, j'avais compris que le Hamas ne refuserait de déposer les armes. C'était très clair d'ailleurs. On a entendu les déclarations de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Il était évident que le Hamas ne renoncerait pas à sa force militaire. Et donc, de notre point de vue, cela doit être un avertissement pour Israël, et on devait savoir que cela ne se réaliserait pas. Et nous devons dire à l'administration américaine que c'est une condition fondamentale, que sans que le Hamas dépose les armes, Israël ne pourra pas accepter que le Hamas reste au pouvoir dans la bande de Gaza. Et d'ailleurs, c'est en contradiction flagrante avec les objectifs fixés par le gouvernement israélien après le 7 octobre, puisque l'objectif, un des objectifs principaux, c'était l'élimination du Hamas
en tant que force militaire et pouvoir politique. Israël ne peut accepter le Hamas dans la bande de Gaza. Et il faut aussi dire que le Hamas ne cache pas ses aspirations, ce qu'il veut faire. Le Hamas continuait à appeler sans équivoque à exterminer l'État d'Israël. Je me souviens encore, lorsque j'étais dans la bande de Gaza au début de la première intifada, lors d'une des recherches, on avait trouvé un drapeau palestinien dans le principal bastion du Hamas, qui était une université. Et on a découvert là-bas un drapeau d'Israël dans le bureau du recteur de l'université, donc avec les deux bandes bleues et une étoile de David au milieu. Et au centre de ce drapeau, dans l'étoile de David, il y avait un poignard et il y avait dessiné des gouttes de sang. Et en dessous, il était écrit en arabe Zara Israël, Hachmia Kouania. L'élimination d'Israël, c'est un ordre qui nous vient du Coran. Alors c'est un exemple, c'est une illustration. J'aurais pu vous donner plein d'autres exemples, comme la charte du Hamas. J'ai été le premier à l'obtenir et à la traduire. L'élimination d'Israël, c'est le cœur de cette charte. Israël n'a pas de place en tant qu'État juif dans la région et bien sûr, ils appellent à la création d'un État islamique de la Méditerranée au Jourdain comme première étape pour restaurer le califat islamique. Alors les scénarios, les plans diplomatiques, les négociations, tout ça c'est essentiel évidemment, mais au bout du compte, ce sont les habitants qui devront vivre avec les décisions qui seront prises. C'est notre prise de vue. Allez, on prend la direction de Kfar Maïmon, à quelques kilomètres de la bande de Gaza. On y retrouve David Bitoun. Bonsoir David, vous êtes avocat à la Cour suprême et officier de réserve d'élite de Tzahal. Vous habitez Kfar Maïmon. Le 7 octobre, les terroristes ont tenté d'envahir votre localité, n'y sont pas parvenus grâce notamment au courage de la Kitat Konenut, c'est cette équipe de sécurité locale. Qu'attendent aujourd'hui concrètement, après presque 3 ans après le 7 octobre, les habitants de l'enveloppe de Gaza pour retrouver véritablement un sentiment de sécurité? Bien, disons que le contexte dans lequel nous étions il y a 3 ans et celui auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est totalement différent. Il est évident que la partie sécuritaire est primordiale. Et si à l'époque on était malheureusement habitué à être bombardé jour et nuit, et ce qui était une mauvaise habitude. Certes, aujourd'hui, si on entend encore des bombardements, et cette fois-ci ce sont les nôtres, et ça nous rassure. Mais d'un autre côté, tant qu'il y aura des bombardements, cela signifie qu'il y a encore une menace et qui existe et qui n'est pas encore terminée. Le travail, on l'a commencé et il faudrait le terminer. C'est ce qui donnerait, disons, le caractère de sécurité pour tous les habitants, pas seulement ceux de Kfar Maïmon, mais de toute la région et qui avait été touchée par ce malheur. Alors justement, quand vous dites qu'il faut terminer le travail, vous entendez quoi? Que les troupes israéliennes reprennent des opérations plus actives dans la bande de Gaza, surtout là où le Hamas est en train de se réarmer? C'est évident, le commandant Hacham qui était juste avant moi l'a bien précisé. Et tant que le Hamas ne sera pas éliminé, cette menace restera et toujours au qui-vive. Et donc, c'est à l'armée, ou l'armée est prête à le faire. Je ne pense pas, en tant qu'ancien militaire, qu'il y a un problème pour l'armée pour éliminer ça. On aurait pu le faire depuis longtemps. Malheureusement, le contexte géopolitique qui se trouve et les pressions qui existent autour de nous, on a tous été les témoins jusqu'à encore aujourd'hui. Et le travail n'est pas encore terminé. Et c'est ce qu'il faut faire. Tout le monde est conscient que c'est ce qu'il faut faire. Si on n'arrive pas à le faire d'une manière diplomatique, alors on n'a pas d'autre choix que de le faire par la force.
Alors, au-delà de la sécurité, il y a aussi évidemment la question de l'avenir. Est-ce que, selon vous, les habitants de la région sont prêts à envisager une reconstruction de la bande de Gaza, une coexistence aussi avec les voisins palestiniens? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la confiance, en tout cas pour le moment, évidemment, tant que le Hamas est là, mais imaginons qu'Israël termine le travail, est-ce que cette confiance pourra revenir? J'en suis certain. Et il ne faut pas oublier que toute la région était, dans une certaine mesure, dépendante de la main-d'œuvre locale. Et dans les serres qui se trouvaient dans le Gush Katif, et 80%, c'était les habitants de Khan Younes et de Djebalia et de Gaza. Et eux en étaient les premiers bénéficiaires. Et je me rappelle pour avoir fait plusieurs années de Milouim dans cette période et en discutant avec les habitants de la région. Et ils comprenaient bien que le fait qu'Israël se trouvait sur place, c'était une bracha pour eux. Et tout ce qui est survenu par la suite n'a été que source de malédiction. Ils en sont parfaitement conscients. Je n'ai pas besoin, vous avez suffisamment relaté, suffisamment enregistré des gens à ce niveau-là. Et quant au fait de revenir sur place, et moi-même, notre famille et d'autres personnes qui étaient dans la région, malheureusement, la zone était considérée comme zone militaire et nous avions été expatriés pendant plus de 8 mois. Et lorsque nous sommes revenus, et certes, il y a un certain nombre de familles, pour des raisons que je ne vais pas accuser ou juger qui que ce soit, ne sont pas revenus. Mais ça a été un nombre infime. Et par contre, nous avons été plus qu'agréablement surpris et nous étions submergés de demandes de venir habiter, pas seulement à Kfar Maimon, mais autour de Kfar Maimon. Et il y a de ça moins d'un mois, le maire de Sderot annonçait que depuis le 7 octobre, la population de Sderot avait augmenté de 4000 habitants. La population d'Ofakim et de Netivot autant. Les demandes qui existent aujourd'hui sur le papier, mais que si demain il y avait une autorisation et au niveau du gouvernement de donner la possibilité d'ouvrir de nouvelles implantations, de nouveaux moshavim dans la bande de Gaza, il y a déjà plus de 1500 familles qui sont prêtes, qui sont avec les valises, disons déjà prêtes pour venir de nouveau reconstruire le pays. Donc, c'est ça ce qui fait la beauté du peuple d'Israël, c'est que certes, on a eu un événement qui a été difficile, mais on regarde l'avenir, on veut reconstruire. Notre but n'est pas de faire la guerre, notre but est de vivre en paix avec nous-mêmes, de vivre en paix avec nos voisins. Donc, je suis très optimiste de ce côté-là. Le tout est de savoir est-ce que les partenaires que nous avons en face de nous sont tout aussi convaincus que nous. Merci beaucoup en tout cas David Bitoun d'avoir répondu à nos questions sur i24 News dans Regard Croisé. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. David Chacham, on a entendu David Bitoun qui habite donc à la frontière avec la bande de Gaza parler de familles qui sont prêtes à s'installer dans la bande de Gaza. On sait que ce n'est pas à l'ordre du jour du gouvernement israélien et ce serait sans doute pas la solution pour vivre en paix avec les voisins palestiniens. Écoutez, je dois vous dire que j'étais dans la bande de Gaza quand il y avait 8000 Israéliens qui y vivaient. Et aussi bien dans le nord de la bande de Gaza, dans le centre et bien sûr dans le sud, dans la région du Gush Katif. Mais il faut prendre en compte la réalité telle qu'elle est. La réalité a complètement changé après la démarche du Premier ministre Ariel Sharon en 2005 lorsqu'il a évacué toutes les implantations israéliennes de la bande de Gaza. D'ailleurs, j'aimerais vous dire en quelques mots ce que je pense de cette démarche. Je pense qu'en fin de compte, c'était une erreur qui a été commise parce que ce qui s'est passé ensuite, alors
Je ne pense pas forcément que les Israéliens auraient pu vivre à jamais dans la bande de Gaza au cœur de la population palestinienne. Mais ce qui s'est passé après 2005, cela a accéléré la prise de contrôle du Hamas. D'abord, la prise de contrôle de la bande de Gaza. Il y a eu ces élections en janvier 2006. Et pour la première fois dans la courte histoire palestinienne, eh bien, c'est le Hamas qui a eu la majorité au Parlement palestinien et a créé un gouvernement d'union nationale. Et cet gouvernement était dirigé par Ismaël Haniyeh, un militant très connu du Hamas que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Ensuite, il y a eu les événements de juin 2007, la prise de contrôle du Hamas dans la bande de Gaza et l'expulsion des hommes du Fatah. Donc, le retour d'Israéliens dans la bande de Gaza, c'est très prématuré. Il faut d'abord gagner cette guerre. Il faut vaincre le Hamas, éliminer le Hamas en tant que force militaire et acteur politique. Et pour l'avenir, on verra ensuite. Merci beaucoup en tout cas David Racham d'avoir croisé votre regard sur i24 News ce soir. Chani, vous restez avec nous, on va marquer une courte pause. Juste après, on fera évidemment le point sur l'actualité sur les réseaux sociaux. Restez avec nous. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jami Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, une opportunité exceptionnelle s'ouvre pour vous en Israël, en particulier à Ranana, Tel Aviv et Netanya, où nous avons signé des accords exclusifs avec les plus grands promoteurs du pays. Des prix réservés, introuvables ailleurs, une plus-value immédiate et un plan de paiement ultra avantageux, pensé pour faciliter votre achat. Des opportunités uniques, des achats sécurisés, une vision internationale. David Jami Group. Real Estate Opportunities. Tout le monde a les yeux rivés vers Israël. Quand on y vit depuis peu ou que l'on projette de faire son alia, chaque repère nous aide à avancer et à mieux s'intégrer. L'école de nos enfants est un véritable enjeu. C'est pourquoi le réseau Otzar Torah rayonne désormais aussi en Israël. Otzar Torah, développer le meilleur de soi pour la vie, maintenant en Israël. Chaque être humain porte en lui les talents que Dieu lui a donnés et mérite d'être vu et écouté comme tel. Chez Optical Center, bien voir c'est privilégier ce qui nous unit. Et bien entendre nous amène à bien nous entendre pour construire des relations de confiance. Ensemble, continuons à bâtir une humanité plus solidaire, capable chaque jour de voir le beau et d'entendre le bien en chacun. Bienvenue à la clinique dentaire du docteur Tatiana Ouaknin. Nous créons ensemble votre sourire naturel et sur mesure. Grâce à nos facettes 3D uniques en Israël, vous pouvez essayer et visualiser votre futur sourire. Notre technologie de pointe permet de placer vos implants dans le même jour avec précision et confort. Notre orthodontiste accueille adultes et enfants pour aligner vos dents en douceur. Votre sourire est notre priorité. Prenez rendez-vous au étoile 6 de 78. אני יודעיין מסדרות, אנחנו 16 בנות בתוך הנבחרת, אנחנו עובדים על המופע במשך שנתיים, המופע מדבר על אירועי 7 באוקטובר, זה עוזר לנו להוציא את מה שחווינו, וזה גם חוויה, כי אתה עושה בעצם את מה שאתה אוהב לעשות, שזה משחק, ריקוד, וזה מוציא את מי שאנחנו באמת, זה גם עוזר. מוצאים את מי שאנחנו באמת, וזה גם עוזר להתרפא אותנו ממה שקרה, וגם כאילו זה גם חוויה, כי אתה מוציא את מה שאתה אוהב לעשות באמת. תבואו לראות אותנו.
Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui sont restés pour la seconde partie de Regards croisés. Et comme chaque semaine, nous nous intéressons à l'actualité sur les réseaux sociaux. Chani est toujours là. Bonsoir Chani. Bonsoir. Et avec nous pendant cette demi-heure, j'ai le plaisir d'accueillir Tania Desmaillots. Bonsoir. Bonsoir. Alors Tania, il y a 2 ans, vous avez quitté Paris pour faire votre alia. Vous me corrigerez si je me trompe. J'ai fait une mini bio, voilà. Depuis, vous partagez sur Instagram votre quotidien en Israël et vous faites découvrir finalement le pays à travers votre regard. Une approche d'ailleurs très personnelle qui séduit pas mal de monde, on doit le dire, sur les réseaux sociaux. Avant de vous donner la parole, je vous propose de regarder un extrait de ce que vous publiez. Regardez. Papa, maman, je voulais vous dire un truc. Ça fait 2 ans que j'ai fait mon alia. On me disait que le temps passait vite, mais je le croyais pas. 2 ans déjà. La vie ici, c'est toute une aventure. Et je veux que vous sachiez que chaque matin, je suis heureuse d'être là. C'est pas facile tous les jours, mais je regrette rien. Alors merci, parce qu'on parle souvent du courage de ceux qui partent, mais jamais de ceux qui laissent partir. Vous m'avez offert la plus belle des libertés, celle de partir sans culpabiliser. Sachez que chaque jour, j'aimerais que vous soyez là, pas parce que j'ai besoin de vous quand ça va mal, mais parce que j'aimerais que vous soyez là quand ça va bien. Finalement, vous dites là ce que beaucoup pensent, des gens qui ont fait leur alia, qui ont décidé de franchir le pas et de s'installer en Israël. Tout d'abord, on va revenir sur ce choix de l'alia. C'était après le 7 octobre, il y a 2 ans donc. Pourquoi vous avez décidé de franchir le pas ? Je pense qu'en réalité, c'est quelque chose qui a toujours été un petit peu en moi depuis des années. Je n'ai pas attendu le 7 octobre pour ça. Je ne dirais pas que je suis une alia du 7 octobre. Je dirais que le 7 octobre a un petit peu accéléré le processus. Ça m'a donné les ailes dont j'avais besoin pour partir. Alors, vous dites que vous ne faites ni de l'actualité, ni vraiment de la hasbara. Depuis le 7 octobre, est-ce qu'il est encore possible, finalement, je vous pose la question, de raconter simplement son quotidien en Israël ? Je crois pas. Je crois que j'essaye toujours de parler avec le cœur. J'ai toujours dit que j'avais pas les épaules pour faire de la hasbara. Moi, ce que je sais faire, c'est raconter avec émotion ce que je vis tous les jours. Maintenant, je fais attention à mes mots, toujours. Et puis, malgré tout, je crois que tout devient politique, même si nous, c'est notre vie. Dans les yeux de certains, ça reste de la politique. Alors évidemment, j'ai parcouru toutes vos publications pour préparer toutes. Je vous promets toutes, presque. Allez, on va pas trop tricher. On sent donc c'est très personnel évidemment, c'est votre vécu. Je retiendrai notamment la vidéo pendant la guerre contre l'Iran avec les bombardements que vous avez donc vécu, ces alertes et ces courses incessantes vers les abris. Ouais, il y a eu une vidéo notamment où je parle de pourquoi je reste. Parce qu'on me demandait souvent, mais va en France un petit peu, va te reposer, fais une petite pause de tout ça, va respirer. Et moi, je suis un petit peu aimantée ici. Et j'avais besoin d'expliquer ce besoin que j'avais d'être là et de rester malgré tout. Et de rester dans l'adversité avec mon peuple dans ces moments difficiles. Ouais. Je crois que ça a touché pas mal d'Olim Khadashim qui ont du mal à mettre les mots sur ces sentiments-là. Ça rassure peut-être aussi un peu à l'étranger de voir que malgré tout, la vie continue même si on doit courir vers les abris. Ouais, peut-être un peu trop parfois. Peut-être que du coup, à l'étranger, ils ont du mal à comprendre ce qu'on vit. Mais nous, on a besoin de l'exprimer de cette manière-là. On a besoin de rire et de danser et de vivre tous les jours. Et c'est ce que j'ai montré. Ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, c'était pas difficile, mais... On n'est jamais trop résilient. Faut pas exagérer. Non, voilà, c'est ça. Allez, les réseaux sociaux sont devenus, on le sait, le premier réflexe de millions de personnes pour s'informer et réagir. Chaque semaine, certaines vidéos, certains messages ou certaines polémiques enflamment la toile et alimentent le débat. On voit ce qui a fait réagir cette semaine sur la toile dans Tendance Réseau. Chani, on va commencer par ce qui a fait le plus réagir sur les réseaux d'i24 News. Oui, c'est une interview de Olivier Rafovitch dans la grande édition qui a accumulé des centaines de milliers de vues sur Facebook. Alors, c'est une vidéo après que le président de transition du Burkina Faso a reçu l'ambassadeur israélien. Au moment où on précise où Israël cherche aussi à approfondir un petit peu ses relations avec plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, eh bien, Olivier Rafovitch s'est exprimé justement sur les atouts qui font qu'Israël est perçu aujourd'hui de plus en plus comme un partenaire crédible pour le développement de cette région du Sahel. Je vous propose de regarder l'interview. Nous sommes un pays qui est placé au premier plan mondial dans l'irrigation, dans, je dirais, la gestion de l'eau, comment faire générer le désert. Et ces pays-là ont
le droit de vivre normalement, les populations ont le droit d'avoir de l'eau. L'eau, c'est pas un problème qui manque, c'est un problème de gestion de l'eau. Et Israël peut jouer ici un rôle prépondérant, important. Et encore une fois, les questions politiques doivent être mises de côté quand les populations ont soif et ont faim. Alors, Chani, on passe aux réseaux sociaux en général avec cette vidéo sur Instagram d'un militaire américain pris à partie par des militants pro-palestiniens. Ça se passe à Los Angeles. Oui, donc les militants l'arrêtent, lui demandent son avis sur la Palestine, évidemment. Et puis avant de répondre, il précise « à mon avis », seulement à mon avis. Et lui disent « oui, ton avis, c'est ce qui nous intéresse. Regardez ce qui suit juste après. » So I've been deployed. I've been in the Middle East and all that stuff. There's an issue, in my personal opinion, with a religion that raids and steals children, right? Is that the Jewish religion, the Christian religion, or which religion are you talking about, bro? It's Islamic religion. The Islamic religion? But it's the extremists. It's the extremist. Bro, shut the fuck up. How about that, bro? Real Islam, bro. Hey, bro, how about you shut the fuck up? Extremist Islam that has nothing to do with the real Islam. Bro, did you kill any Arabs, bro? Did you kill any Arabs, bro? Everybody. Did you kill any Arabs, bro? Hey, military boy, did you kill anybody? Why are you guys Why are you guys yelling at me? Ah, c'est vrai qu'on parle souvent d'Israéliens, de touristes qui sont pris à partie, mais là, il s'agit d'un militaire américain. Et pendant toute la vidéo... En américain, c'est important quand même de le souligner. Et là, pendant toute la vidéo, malgré les insultes et les provocations, il ne répond pas, il décide de rester calme malgré tout. Tania, quand on voit ce genre d'image, d'abord, les réseaux sociaux sont aussi là pour dénoncer ce genre de fait, ce qui est pas mal. Mais c'est inquiétant quand même. On demande l'avis de quelqu'un et puis quand il essaye de le donner, on l'écoute pas. C'est surtout qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus un tribunal géant. Même quand on prend à partie un homme au hasard dans la rue, le pauvre, il se fait interviewer et tout d'un coup, il se fait humilier. Il a même plus la main sur les images qui vont être diffusées, quoi. Et ça fait le tour du monde et... Mais comme le disait Chani, en plus, c'est pas des Israéliens là qui sont... Non, pour une fois, c'est pas nous. C'est pas nous, mais c'est toujours la même logique qui a derrière. C'est toujours la même logique, exactement. Alors, Chani, une autre vidéo a fait beaucoup réagir cette semaine. C'est celle de l'entraîneur de l'équipe égyptienne au mondial. Et oui, après la qualification de l'Égypte, le sélectionneur Hossam Hassan a célébré la victoire en entrant sur la pelouse avec un drapeau palestinien. Il faut dire que c'est un geste qui contraste énormément avec la politique qui est menée par le Caire à l'égard de Gaza, puisqu'on rappelle quand même que l'Égypte maintient un contrôle extrêmement strict de sa frontière avec la bande de Gaza. L'Égypte qui a construit aussi un important dispositif de sécurité le long de la frontière de Rafah, avec des murs, des barrières, une forte présence militaire afin d'empêcher non seulement les infiltrations, mais aussi la contrebande. Et depuis le début de la guerre, l'Égypte qui refuse aussi d'accueillir les habitants de la bande de Gaza, puisque pour elle, un déplacement massif de la population menacerait sa propre sécurité nationale. Voilà. Je ne sais pas quoi dire, mais l'hypocrisie de certains pays saute aux yeux, notamment sur les réseaux sociaux. Allez, Chani, une personnalité française a particulièrement cartonné sur les réseaux sociaux, bien malgré elle, il faut le dire, il s'agit de Manon Aubry. Oui, parce que les députés de la France Insoumise sont visiblement les champions de la cohérence. Alors, premier épisode dont on va parler, c'est Manon Aubry en bateau, alors en pleine canicule, alors qu'elle avait dénoncé le yacht de Bernard Arnault. Manon Aubry a aussi été aperçue à bord d'un voilier. Alors certes, on précise, c'est pas un yacht, c'est important de le préciser, mais ça n'a pas échappé aux internautes puisqu'il y a eu des centaines de commentaires sur X et ça a finalement conduit Manon Aubry à se défendre et à se dire victime d'une fake news. Deuxième épisode, c'est Manon Aubry en voiture avec chauffeur. Alors la scène, elle est simple, on va le voir sur ces images, voilà. Elle lance la valise au chauffeur, la poignée... On n'a pas vu si on peut revoir la scène où elle lance la valise. Où elle lance un peu la valise au chauffeur, la poignée qui n'est même pas rentrée d'ailleurs. Pas même un regard. Et on voit donc ce contraste qui peut surprendre, surtout quand Manon Aubry parle si souvent de solidarité et de respect. Et puis enfin, troisième épisode, c'est Manon Aubry qui prend l'avion. Elle a été photographiée en classe business lors d'un déplacement au Liban avec une délégation LFI. On précise quand même que le prix de la classe business, c'est 2 500 €. Là encore, difficile de ne pas voir un décalage entre le discours sur les inégalités
et la pratique. On voit là, Tania, alors on ne va pas viser Manon Brie en particulier, mais l'hypocrisie de certains politiques qui dénoncent les riches, qui disent taxons les riches, etc., et qui se retrouvent sur un voilier à la limite, mais en tout cas avec chauffeur, voiture avec chauffeur, en classe business dans un vol vers le Liban. C'est interpellant. C'est interpellant, c'est toujours la même chose, hein, l'hypocrisie des politiques. Bon, après, on peut dire peut-être que c'est sorti de son contexte, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est un peu déroutant. C'est toujours la même chose, c'est le même schéma constamment. Et le fait que ça fasse du buzz sur les réseaux, c'est pas étonnant non plus. Non, c'est pas étonnant non plus. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. On prend une image, on la sort de son contexte ou non, et puis ça fait le tour du monde et tout le monde a gagné. Et de toute façon, revenir sur une information dans un second temps, c'est fichu déjà. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Allez, on termine, Chani, par ces belles images, et il y en a beaucoup, des célébrations des 250 ans des États-Unis. Oui, avec des feux d'artifice d'une ampleur record qui était au programme. Et puis, malgré la chaleur, il faut le dire, eh bien, des millions d'Américains se sont réunis dans plusieurs grandes villes, justement, pour assister au survol d'avions militaires, au concert et, encore une fois, aux feux d'artifice. Et ensuite, il y a eu un discours de Donald Trump qui a duré une quarantaine de minutes, où il a loué les idéaux américains et a promis que le rêve américain est de retour. Regardez ces images. « 250 drones pour les images qu'on a vues, c'est assez incroyable et c'est très joli. Merci beaucoup, Chani. Chaque semaine de Regards croisés, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui font vivre les réseaux sociaux. Ils nous racontent une histoire, partagent un regard et rassemblent parfois des milliers de personnes autour de leur contenu. C'est notre rendez-vous sur le feed. Pendant des années, elle a évolué dans l'univers du luxe. Karine Lindenbaum publie des recettes de cuisine sur Instagram à travers ses vidéos. Elle transmet un patrimoine, des souvenirs d'enfance et toute la richesse des plats ashkénazes. Oui, vous avez bien entendu. Avant de l'accueillir, voici un extrait de ce qu'elle publie sur les réseaux. Et quand on parle de nourriture ashkénaze, tout le monde me dit « Oh là là, c'est pas du gefilte fish ». La cuisine ashkénaze, à la base, c'est quand même une cuisine de pauvres. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'ingrédients et beaucoup de couleurs et beaucoup de goût. C'est pour ça qu'on va retrouver beaucoup de betteraves, on va retrouver des pommes de terre, on va retrouver des œufs évidemment, et de la viande, mais beaucoup de viande mélangée. Le bouillon de poulet, on va mettre les kneideler, donc les matzo ball dedans. On a le klops, qui est un pain de viande avec un œuf cuit à l'intérieur, c'est magnifique aussi. On a le foie haché. Ah oui, mais ça c'est typiquement de chez les Ashkénazes. Nous, c'est pas qu'à Pessar, c'est toute l'année. Et on a mal au ventre toute l'année. On est raccord en plus. Oh là là. Bonsoir Karine Lindenbaum. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Regards croisés. Avant de vous lancer sur Instagram, vous dirigiez des magasins de luxe. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement, une fois que vous avez tourné cette page-là, de vous consacrer à une autre passion aussi personnelle que la cuisine ? Écoutez, c'est venu d'une question d'une personne qui m'a dit « Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie ?» Et autre chose que ce que tu as fait depuis des années, de t'occuper de ton mari et tes enfants, j'ai dit « Moi, j'aime cuisiner ». C'est venu d'une blague, et d'une blague, c'est devenu très sérieux. Alors, vous partagez pas seulement des recettes, évidemment, on l'a vu, le klops, etc. Bon, c'est les recettes de mon enfance, je vous l'avoue. Et oui, ça fait plaisir. Et donc, vous racontez aussi une histoire familiale, culturelle. Est-ce que cuisiner, c'est devenu finalement pour vous une manière de transmettre les racines ashkénazes ? Écoutez, la cuisine est venue pendant le Covid, je ne le cache pas. Et puis, j'ai perdu ma maman. Et lors de la perte de ma maman, je me suis dit comment moi je peux transmettre à ma fille qui était ma maman. Parce que nous, on n'était pas très religieux, on était plutôt assimilés. Et c'était compliqué pour moi de transmettre à ma fille tout ça. Et la cuisine est venue de tout ça en me disant on va conserver ces recettes. Et toute cette histoire est venue de là, de dire ces recettes vont être oubliées. Et si quelqu'un n'en parle pas et ne le fait pas, on ne va plus en parler et on ne va plus les manger. Et donc, voilà, c'est venu cette tradition et surtout cette transmission.
Alors justement, comment est-ce qu'on arrive comme vous le faites, à moderniser une cuisine traditionnelle sans lui faire perdre finalement son âme? Écoutez, on la pump, on met des choses un petit peu différentes dedans. Après, moi, je garde vraiment les traditions sur les recettes très ashkénazes, mais j'essaye d'apporter des touches un petit peu de modernité avec des produits un petit peu différents, un petit peu plus modernes. Peut-être un peu de coriandre pour pas troubler les séfarades, mais en tout cas, j'essaye de garder vraiment la base dans notre cuisine, dans ma cuisine en tout cas, pour que les recettes traditionnelles puissent perdurer. Alors des milliers d'internautes vous suivent, ils suivent aujourd'hui vos vidéos, votre manière de cuisiner. D'abord, comment est-ce que vous expliquez ce succès et qu'est-ce qui vous fait finalement le plus plaisir? Donner envie de cuisiner ou faire découvrir la cuisine ashkénaze ou encore susciter des souvenirs, comme pour moi par exemple, chez ceux qui ont connu cette cuisine? Écoutez, je ne cache pas que je me suis professionnalisée parce qu'au départ j'étais assez profane dans ce milieu d'Instagram et de tout ce qui s'est passé. Donc, j'ai eu une coach qui m'a aidée à me professionnaliser. Et puis, effectivement, la transmission est arrivée très, très vite. Et puis, les commentaires, quand je fais des radis à la crème et que les personnes me disent « ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle ce que faisait ma maman, ma grand-mère, etc. » C'est vrai que ça me touche énormément et que ça me conforte dans cette idée parce que j'ai découvert que j'étais la seule à le faire. Aujourd'hui, sur les réseaux, en France, et aux États-Unis, je ne parle pas, mais en tout cas en France, j'ai même des collections en Israël. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que les gens, ça rappelle vraiment leur enfance et leur moi interne, et ça les fait vibrer, et ils ont envie de les refaire, et c'est ça qui est touchant pour moi. Merci beaucoup en tout cas, Karine Lindenbaum, de nous avoir consacré ces quelques minutes Avec sur plaisir. ITV4 News. Merci beaucoup. Avec plaisir. Tania, on voit, Karine transmet la mémoire et les traditions par ses plats qu'elle cuisine sur les réseaux. Vous racontez votre quotidien en Israël. Est-ce que finalement, vous avez le sentiment que les réseaux sociaux sont devenus comme un nouvel outil de transmission de l'identité? Ah oui, moi complètement. C'est une sorte de journal intime que j'ouvre aux autres. Et je pense que oui, on transmet des valeurs, on transmet un bout d'histoire. Et ça circule beaucoup, parfois beaucoup plus qu'on ne l'imagine en postant. Et c'est une manière de transmettre à mes yeux, ouais. Vous y attendez pas à un tel succès sur les réseaux? Ah non, pas du tout. Moi, quand je suis arrivée en Israël, j'avais très très peu d'abonnés. Et tout a commencé quand j'ai écrit une lettre d'adieu à la France. J'ai écrit une lettre d'adieu à la France et c'était parti. C'était parti. Et maintenant, vous êtes en Israël et vous écrivez des lettres d'amour à Israël. Exactement. Exactement. Allez, c'est l'heure de retrouver notre clin d'œil. On reçoit ce soir Larry Benzaken. Il est comédien, auteur et humoriste. Il est en ce moment au Festival Off d'Avignon pour jouer son spectacle Noir, Juif et Borgne. Il était une fois Sammy Davis Jr. Bonsoir Larry Benzaken. Avant de parler de ce spectacle, je voudrais qu'on dise un mot sur vos origines. Vous êtes né d'un père ivoirien issu de la communauté juive d'Abidjan et d'une mère guadeloupéenne. Vous avez grandi à Paris entre plusieurs cultures, on va dire ça comme ça. En quoi ce parcours a façonné l'homme et l'artiste que vous êtes aujourd'hui? En tant que personne, je dirais que ça m'a construit dans le sens où j'ai grandi en apprenant à faire avec tout le monde. J'ai appris donc ma mère d'une culture guadeloupéenne, mon père d'une culture d'Afrique de l'Ouest, et j'ai grandi dans un quartier vraiment multiculturel. C'est vrai que moi, petit, on faisait les fêtes juives et la famille de ma mère faisait aussi des fêtes, fêter Noël, fêter des fêtes catholiques. Donc j'ai vraiment grandi avec cette idée de vivre ensemble, tout simplement. Larry, votre spectacle que vous avez écrit et que vous jouez, c'est important de le dire, redonne vie à une véritable légende du musical américain, Sammy Davis Jr. Pourquoi avoir choisi de raconter son histoire? Est-ce que vous êtes reconnu finalement dans son parcours de vie? Oui, je me suis reconnu parce que c'est un artiste qui a vécu dans l'époque américaine de la ségrégation, où les Noirs étaient persécutés, n'avaient pas les mêmes accès, les mêmes droits que les personnes blanches. Et c'est un artiste, moi, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est que c'est un artiste qui a toujours eu à cœur d'être celui qu'il voulait être et non pas celui qu'on voulait lui imposer. C'est aussi un artiste afro-américain qui a épousé une femme blanche,
ce qui à son époque était une folie absolue. Et c'est un artiste qui a toujours tout donné pour son art, qui a été entouré aussi bien de Frank Sinatra, italo-américain, que Mohamed Ali, afro-américain, musulman, Dean Martin, Jerry Lewis, Marilyn Monroe. C'est quelqu'un justement qui montre le vivre ensemble, qui montre que on peut appartenir à une culture, lui en l'occurrence qui était afro-américain et juif, et travailler, œuvrer, aimer les personnes de toutes les communautés. En fait, le réel lien, c'est l'amour qu'on porte aux gens. C'est pas la couleur de peau, c'est pas la religion, c'est l'amour qu'on porte aux gens. Et on peut porter un amour à une personne, quelle que soit son origine ethnique, sociale ou religieuse. Larry, vous faites rire sur scène, vous chantez, vous racontez cette histoire profondément humaine. Racontez-nous ce spectacle. De quoi il s'agit exactement? Dans ce spectacle, avant tout très poétique, on raconte sa vie à travers plusieurs tableaux, depuis son enfance, où il commence sur scène à l'âge de 3 ans, accompagné de son père. Et on suit toutes ces rencontres, donc avec Frank Sinatra, avec Elvis Presley, avec JFK. Je suis accompagné d'un musicien sur scène qui joue d'une dizaine d'instruments en live. Et nous, on a créé ce spectacle donc à Avignon l'été dernier déjà. Et donc voilà, on se demandait comment ça allait être perçu avec un spectacle qui assume le fait de s'appeler Noir, Juif et Borgne. Du coup, on a plein d'interrogations, des personnes qui nous disaient « Les gars, c'est peut-être pas la période de créer un spectacle avec écrit Juif en plein milieu, en rouge, en grand. » Mais nous, on s'est dit « non, en fait, ce spectacle raconte justement le vivre ensemble. » Et il était noir, il était juif, il était borgne. C'est ce qu'on va raconter. Et les gens vont se reconnaître. Nous, c'était l'ambition qu'on avait, c'était cette conviction qui nous a porté, pardon. Et grâce à Dieu, on a réussi à rencontrer le public. Alors justement, depuis le 7 octobre 2023 et la recrudescence de l'antisémitisme, est-ce que vous avez ressenti des réticences concernant votre spectacle avec ce mot juif inscrit au milieu? Donc à Avignon, il faut tracter tous les jours pour remplir sa salle. Donc moi, je tracte 5 heures par jour. Et oui, parfois, il y a des personnes qui, lorsque je tendais mon tract, en annonçant le spectacle, venaient voir le Noir, Juif et Borgne, qui avait une petite moue dubitative. Et aussi, oui, quelques réticences, quelques élans politiques. Mais vraiment, c'était très marginal par rapport aux réactions qu'on a pu avoir. Dans l'ensemble, les gens étaient contents déjà d'entendre l'histoire de Sammy Davis Jr. parce qu'ils connaissaient ce nom, ils connaissaient brièvement son histoire, mais ça les intriguait d'en savoir plus. Et surtout, les gens aimaient l'audace et aimaient le fait qu'il n'y ait pas une chape de plomb sur le mot juif. On a encore le droit, heureusement, de jouer un spectacle où il y a écrit le mot juif au plein milieu. Effectivement. Alors, quel est le message que vous voulez faire passer à votre public ? Le message que je viens de faire passer à travers ce spectacle, et de manière générale, c'est de ne pas se fier à nos préjugés. Forcément, on grandit avec des idées, Internet, des rencontres qu'on peut faire dans la vie, les histoires que vont vivre nos proches. On peut se faire des idées, mais il faut toujours essayer d'aller au-delà en rencontrant un individu. Et ce spectacle, pour moi, raconte ça, se vivre ensemble. Et c'est pour moi un message qui est éminemment politique aujourd'hui. Merci beaucoup Larry Benzaken d'avoir été avec nous. On vous souhaite évidemment bonne chance à Avignon pour ce Festival Off. Merci beaucoup. On le voit, Tania, il a finalement du courage, Larry Benzaken, parce que c'est pas donné à tout le monde de se dire sur mes flyers, sur mes affiches, il y aura écrit juif. Ah ouais, moi je suis très admirative. Déjà, je suis très admirative de ce type de profil. Je suis très admirative parce qu'il y a des gens qui ont le courage de monter une pièce de théâtre. Et alors en plus, une pièce de théâtre sur les Noirs, les Juifs et l'écrire en gros sur l'affiche, c'est magnifique. Et puis il s'assume lui-même, son père est juif, il se définit comme juif aussi. On le voit, la Magan David, la pierre bleue, non, c'est magnifique. Et pour revenir à ce que vous publiez, les réactions que vous avez, évidemment, on imagine qu'au sein de la communauté juive française, francophone et en Israël, ça se passe bien. Vous avez aussi des réactions un peu moins agréables ? Oui. Non, allez. 95% des messages que je reçois sont extrêmement bienveillants. J'ai un algorithme favorable, on va dire. Mais voilà, je reçois aussi beaucoup des messages de haine, des menaces, comme tout le monde. C'est pas très agréable. J'ai envie de dire qu'on s'y fait.
Je sais pas si on s'y fait complètement. C'est terrible de se dire qu'on s'y fait. Ouais, c'est terrible. On apprend à pas les lire. On essaye de rester calme et puis parfois on ne sait pas pourquoi il y en a un qui nous fait vriller et on répond. mais ouais, malheureusement on s'y fait, ouais. C'est comme ça. On s'y fait et en même temps ça fait du feed, comme on dit. Exactement. Ça fait monter les chiffres. Exactement. Ça reste de la pub, mais c'est terrible aussi de se dire que voilà, juste en partageant un petit peu son quotidien, etc., eh bien, on peut recevoir facilement des menaces passagères, mais des menaces. Moi je ne fais pas d'asbara. J'envoie des messages d'amour politique, malheureusement, depuis le 7 octobre. Voilà. Merci beaucoup, Tania Desmaillots. Merci beaucoup, Chani Guidalia. Et merci à vous derrière votre écran de nous avoir suivis. Merci aussi à toute l'équipe qui a permis à ce regard croisé, évidemment, d'avoir lieu. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne. En attendant, eh bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Très belle soirée sur I24 US.